tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 24 qui va du 10 au 16 juin et comme vous l'avez peut-être entendu, j'ai un gros rhume et une angine donc c'est pas facile de tenir cet épisode, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout. Cette semaine, j'ai vu deux choses en film. One Piece Red, donc un animé plutôt sympa qui permet de se replonger dans l'univers tout en s'épargnant en fait le fait de réviser les 1000 épisodes qui sont sortis. L'histoire se suit très bien avec une connaissance basique de l'univers et du manga en fait. J'ai aussi vu Baki Hanma versus Kengan Ashura. C'est vraiment pas terrible comme animé. L'histoire est très moyenne, c'est juste un prétexte pour faire apparaître des personnages des deux séries. Pour moi, ça m'a pas convaincu. J'ai aussi vu la JDR Academy au pays de Jenny, donc une interview très sympa de la part des Jimagitateurs autour de la JDR Academy et de l'équipe qui a joué la campagne Libreté sur notre podcast. Allez l'écouter, la campagne, parce que c'est une campagne qui a l'air d'avoir pas mal marqué les auditeurs, et c'est vrai qu'elle était particulièrement prenante et très différente de ce qu'on fait d'habitude, ce qui du coup a attiré l'attention de Jenny des Imagitateurs et nous a permis de participer à cette interview qui est, ma foi, très sympa. J'ai aussi vu GTD, Getting Things Done in LogSec. Donc c'est une vidéo sur la façon d'implémenter des listes de gestion de tâches à la GTD dans LogSeq, un logiciel de gestion de PKM, mais qui a la particularité d'être un outlier. Donc en gros, tout va être une liste et des sous-listes et des sous-listes, etc. Pour le moment, je suis pas convaincu de l'utilisation de LogSeq uniquement pour de la gestion de tâches. Je trouve par contre que le logiciel a une philosophie qui est très intéressante, donc je vais sans doute m'y plonger. Et du coup, pour continuer, j'ai lu LogSeq Beginner's Course, donc c'est la partie sur le tagging, text management, space repetition, etc. Une vidéo explicative un petit peu sur la façon dont sont gérées les tâches dans le logiciel. C'est plutôt intéressant. Ensuite, ma recherche d'un logiciel pour gérer les tâches et uniquement les tâches. Je suis pas sûr que LogSeq fasse le boulot, même si il coche quand même pas mal de cases, notamment le fait de pouvoir gérer les fichiers en local. Cette semaine, j'ai lu le jeu de rôle Macchiato Monster, un JDR OSR très cool, avec plein de mécaniques que j'aime beaucoup, et une version vraiment simplifiée et qui me donne envie et qui me permet aussi de me projeter et de me dire ok, ça je sais comment le prendre en main. Et je lis beaucoup de systèmes OSR en fait. De temps en temps, c'est un peu abstrait, j'ai du mal à me projeter, à savoir ce que je vais faire avec. Là, pas du tout. Ça doit être très générique. En fait, on se projette très bien et on peut imaginer très facilement des aventures avec. J'ai aussi lu Public Access, le jeu de rôle, donc un gros coup de cœur pour moi. Un jeu de mystère émergent avec une ambiance enquête 80-90. Imaginez un petit peu un mix entre Twin Peaks et X-Files. Franchement, moi, personnellement, j'adore. En plus, j'ai eu l'occasion d'y jouer, donc j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'espère que la partie sera diffusée bientôt. Vous pourrez l'écouter sur la JDR Academy. J'ai aussi lu Dance Discovery, l'issue 292, toujours très agréable de lire cette newsletter, les sujets sont variés, les réflexions intéressantes. Cette semaine, il prend le temps de réfléchir à ses vacances et à l'utilisation du train. Il arrive à s'émerveiller de la facilité avec laquelle le train permet de voyager loin et vite, et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. On se focalise essentiellement sur les retards ou sur l'inconfort, mais quand même, le train, c'est un truc exceptionnel de se déplacer aussi vite en aussi peu de temps. Et en plus, cette semaine, son interviewé parle du concept de Senius, qui est une sorte de puissance de la communauté dans la créativité, la création, et c'est un concept qui me parle quand même pas mal, donc j'ai sans doute creusé le sujet. J'ai lu aussi Don't Solve Your Problems, Collect Them, une méthode de réflexion qui consiste à toujours garder une douzaine de problèmes en tête pour que son esprit les traite au fur et à mesure. Alors, dans Deep Work, il parle un peu de ceci, mais de manière un peu différente. Pour lui, c'est un problème à la fois, le garder, faire une activité physique, marcher, etc., pour que le cerveau soit toujours concentré sur le problème. Et en plus, le fait de garder autant de problèmes en tête, de garder autant de choses, de boucles ouvertes, on va dire, ça va un peu à l'encontre de GTD, qui pour le coup est une méthode qui me correspond plutôt bien, donc j'ai un peu peur de mélanger les deux. Ensuite, je suis sûr que c'est une méthode qui peut fonctionner avec certaines personnes, de garder en tête une liste de problèmes très précis. Alors quand il parle de problèmes, il faut voir que ce sont des problématiques un peu générales. Par exemple, comment je peux faire pour rendre les choses plus simples ou plus faciles? Comment je peux donner plus de sens à ma vie? Comment je peux augmenter le temps de qualité que j'ai? Etc. Du coup, c'est vrai que ça peut être intéressant
d'avoir ce genre de grandes questions un petit peu toujours en tête, mais j'ai peur que ça finisse par tourner un petit peu toujours en boucle dans mon esprit. J'ai lu aussi How Your World Shapes You, donc une réflexion autour de l'environmental psychology. C'est comment en fait l'environnement influe sur le mental et votre bien-être, et plusieurs pistes à suivre pour améliorer ça. Donc dans les pistes, on va retrouver des façons d'organiser son environnement pour aider à la créativité. Donc par exemple, il y a des études qui prouvent que les bureaux en désordre aident à justement lutter contre l'anticonformisme et trouver des pistes originales pour avoir plus de flexibilité, pour trouver un meilleur lieu pour travailler, pour organiser mieux son espace de travail, pour avoir plus de concentration aussi. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un silence complet, de musique, etc. Beaucoup de pistes de réflexion, en fait, pour essayer de trouver un environnement qui vous permette d'avancer sur ce que vous avez décidé de faire, que ce soit le travail, des projets perso, ou même de se poser et de lire un bouquin. Parce qu'au final, c'est un peu le même principe, c'est de trouver un environnement, un temps et un contexte qui vous permettent en fait de vous plonger dans une tâche. J'ai aussi lu The Silent Productivity Killer, un article sur le présentéisme, les problèmes qu'il peut causer. Donc on sait que le présentéisme peut être un plus grand fléau que l'absentéisme en termes de productivité pour une entreprise. Ça, c'est pas la partie qui m'intéresse, puisque je suis plutôt du côté salarié que du côté patron actuellement. Donc c'est surtout les causes du présentéisme. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de causes du présentéisme qui proviennent d'un mal-être du salarié. Le fait de lutter contre ces causes va aussi permettre de dégager le présentéisme et va permettre d'améliorer la qualité de vie des personnes qui font du présentéisme et parfois même sans le vouloir. Donc par exemple, ça peut être le manque de sécurité de l'emploi qui va causer du présentéisme. Si on est incertain de garder son emploi, on va essayer de pousser en fait et quitte à se surmener. Donc ça peut être un danger. Il y a l'addiction au travail. On voit qu'il y a certaines personnes qui se plongent dans le travail pour complètement se couper d'autres problèmes qu'ils ont chez eux. La charge de travail et le manque de soutien, donc ça c'est des choses auxquelles on peut effectivement remonter pour dire écoutez, là c'est pas possible de tout faire. L'estime de soi basée sur la performance aussi, ça peut être un gros problème, parce que ça c'est vraiment quand on a toujours besoin d'avoir la validation d'autres personnes pour avoir l'impression d'avoir fait du bon travail, on a tendance à forcer la dose et à rester plus longtemps que nécessaire. Et puis bien sûr les travails basés sur des missions, donc il y a une étude qui a montré que les personnes offrant des services d'aide sociale et d'enseignement, donc tout type de travail qui consiste à aider les autres et à faire bien en fait, ils affichent des taux de présentéisme plus élevés. Sauf que dans tous les cas, quelle que soit la raison, en fait, on a prouvé que le présentéisme c'était ni bon pour la société ni bon pour la personne qui fait du présentéisme. Il y a des choses moi je trouvais ça très intéressant, donc j'ai aussi lu Leveraging the Local Graph, donc une réflexion autour de l'utilité du graphe local dans Obsidian pour plus facilement faire des liens entre les notes et presque s'en servir comme une carte de contenu en fait entre ces notes. Ça marche bien si on suit la méthodologie de prise de notes en notes atomiques, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ce qui est plutôt compliqué à faire je trouve, puisque il faut prendre toutes ces notes et les exploser en petites notes atomiques. Alors c'est intéressant, le terme atomique il est pas anodin puisque atome, c'est vraiment une très petite quantité de choses, mais atomique, ça fait aussi écho à la puissance atomique et donc à une immense source de puissance. Donc voilà, c'est pas anodin comme terme. Cette semaine, j'ai écouté, alors je suis très content parce que j'ai écouté, c'est plus compliqué que ça, Jean-Christophe Piot faire une série d'épisodes spéciaux pour les JO avec leurs origines modernes, donc c'est très très cool. Et j'en ai profité pour écouter tous les épisodes que j'avais pas écouté depuis longtemps ou que j'avais oublié d'écouter. Donc si vous ne connaissez pas le podcast, c'est plus compliqué que ça. C'est un podcast qui parle d'histoire et qui revient sur des éléments que tout le monde pense connaître. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un peu de temps en temps simplifié ou vulgarisé. J'ai écouté aussi l'épisode C'est plus que de la SF sur Mobius. Il y a eu vraiment une super émission autour du dessinateur. J'ai vraiment adoré les discussions qui ont lieu dans cette émission parce que c'est un dessinateur que j'aime beaucoup et en plus sa vie est particulièrement intéressante à suivre. J'ai écouté l'épisode 2 de Coup Critique sur les conseils pour le domaine public. Et c'est trop bien, j'attendais cet épisode avec impatience et je suis très content encore des nouvelles ressources qui sont partagées pour les œuvres du domaine public ainsi que toutes les idées que Pépé transmet dans ce podcast, donc merci à lui. D'ailleurs, on continue avec Pépé sur le top 5 des découvertes du jeu de rôle de mai, une sélection de JDR qui m'ont l'air très très sympathiques et j'avoue que le premier et le deuxième m'ont donné très envie de les découvrir.
J'ai aussi écouté l'épisode de la JLR Academy sur Horrific Song of Madness, donc c'est un jeu que j'ai adoré découvrir et je fais partie des castes des joueurs, donc j'ai joué cette partie et ça a été vraiment un super épisode, enfin une super partie de jeu de rôle à faire et je dois remercier Riley pour le montage parce qu'il a vraiment rendu toute cette partie ultra intense et ultra fluide. Et j'ai écouté Luc Julia et l'IA, l'interview 2024 de Tech Café avec Guillaume Vendée et Guillaume Vodjatspala. C'est une interview très intéressante sur la place de l'IA et sur l'idée d'intelligence augmentée. Le fait que, en gros, tous les outils LLM, etc., c'est pas de l'intelligence artificielle, ce sont plutôt des outils qui vont permettre d'augmenter l'intelligence de l'utilisateur. Ce sont vraiment des outils, donc comme on se servait d'Excel, on pourra se servir d'un LLM pour justement faire des propositions, en fait. D'ailleurs, je le vois de plus en plus, des gens qui mettent en place des LLM ou qui utilisent des LLM, pas forcément pour brainstormer ou confronter des idées, mais pour faire des suggestions et pour prendre en compte certaines suggestions et pour pouvoir les appliquer ou pas, etc. Donc en fait, c'est plus un outil quelque part d'ouverture d'horizon et de réflexion plutôt qu'un outil décisionnel en soi. J'ai aussi écouté l'épisode de Tech Café sur Apple Intelligence, un petit retour sur les conférences Apple, avec des news sur l'espace. Ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas eu, donc plutôt content et un excellent épisode, j'ai beaucoup aimé. La grosse découverte de la semaine en podcast, c'est Telos. Alors Telos, c'est une série de fiction audio qui est excellente. Vraiment, c'est vachement bien fait. Ça tourne beaucoup autour du voyage temporel, mais c'est très très intéressant. J'ai écouté toute la première saison et vous allez voir si vous l'écoutez, l'épisode qui s'appelle 50,6% fait énormément écho à l'actualité. Donc je vous invite à l'écouter. Si vous aimez les fictions audio basées un peu sur la SF, allez-y, c'est vraiment super quali et c'est vraiment génial. Autre chose que j'ai découvert, le podcast Chercheur d'habitude. J'ai commencé à écouter le podcast parce que sur le fond, il y avait tout pour me plaire. C'était des habitudes, du PKM, de la recherche de connaissances, de la gestion de connaissances personnelles, etc. Au final, je suis pas super convaincu. Je trouve ça un peu léger. Je suis pas convaincu par la formule. Dernière chose que j'ai écouté, c'est DataGen, l'épisode 135, qui est autour de Click, qui a racheté Talen. Bon, je trouve que c'est un peu de la pub et c'est un peu biaisé. Déjà, l'épisode est sponsorisé par Click pour parler de Click, avec une personne qui travaille chez Click. Vous vous doutez bien que niveau objectivité, je la sens mal déjà. Ensuite, ça parle beaucoup de comment ils ont fait, pourquoi ils ont fait ça, etc. Alors, c'est intéressant de voir les projections un petit peu en termes de business model qu'ils ont. Je suis content de savoir qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont être faites pour Talent, etc. Parce que, pour être tout à fait franc, les dernières mises à jour, elles sont quand même un peu compliquées. Et puis, il y a quand même beaucoup de bugs qui n'existaient plus, qui sont revenus. Donc, ça a été un petit peu dur. Cette semaine, j'ai travaillé sur plusieurs choses. J'ai travaillé sur mon organisation de Obsidian, je suis en train de revoir, je suis en train de repasser sur un truc beaucoup plus minimaliste. Je suis en train de recentrer un petit peu mon utilisation d'Obsidian autour vraiment de la prise de notes et de la création de contenu. Tout ce qui est gestion de tâches, etc., j'ai laissé tomber, j'ai externalisé. J'essaie vraiment de me focus sur une tâche pour Obsidian parce qu'en fait, au fur et à mesure que j'ai commencé à rajouter des modules et autres, c'est devenu une usine à gages, je m'y perdais, je faisais plus attention en fait ce que j'avais mis, qui devait être des gros titres pour pouvoir les avoir sous les yeux tous les jours, etc., pour pouvoir les garder en tête. Il y en avait tellement, je faisais plus attention, donc j'ai vraiment laissé tomber ça. En parallèle, je me suis mis au journaling où j'ai commencé à tenir un petit peu plus un journal, toutes mes journées, etc. Ça m'aide beaucoup. Personnellement, toutes mes frustrations, mes colères, etc., je les mets dans mon journal et ça permet d'avoir extériorisé ça et ça me permet de diminuer un petit peu la dose, d'éviter d'engueuler les gens directement ou de ressasser ça en moi. Donc je suis content d'avoir pu d'un côté réduire la charge en termes d'utilisation de l'outil, d'avoir un truc qui est plus pour du journaling. C'est quelque chose qui me correspond plus actuellement. C'est pas dit que je repasse pas sur autre chose, mais en tout cas pour le moment ça me correspond plus. Du coup toute ma partie tâches et gestion un petit peu GTD, je l'ai mis sur Todoist et j'ai même pu garder le plugin Obsidian Todoist, je l'ai enlevé. Quand je veux aller regarder quelque chose, c'est soit sur le navigateur, soit sur mon téléphone, mais pas dans Obsidian. Obsidian me sert pour mes notes et ma création de contenu. Et du coup j'ai aussi avancé sur des projets perso, notamment mon jeu Cthulhu PBTA. J'ai fait un playtest cette semaine. Il y a pas mal de choses que je revois. Ça s'est plutôt bien passé. Les joueurs demandent la suite, donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mais du coup, j'ai pu me concentrer plus sur le contenu de mon jeu plutôt que sur les différentes choses, gérer mes tâches, etc. autour de mon jeu. En fait, là, j'ai lancé Obsidian et je suis vraiment dans de la rédaction, dans de la récupération d'idées, etc. Donc je suis content d'arriver à ça. À l'heure actuelle, c'est quelque chose qui correspond plus à ma pratique. Après, les pratiques, ça évolue à travers le temps, donc potentiellement, ça changera encore, et voilà.
Mais c'est ça un peu la force d'Obsidian, c'est que c'est quand même assez flexible pour pouvoir s'adapter à toutes les pratiques. Donc cette semaine, j'ai joué à mon jeu, Cthulhu PBTA. Je partagerai. Normalement, il y a déjà une version qui est en place sur le itch.io de la JDR Academy. Si vous voulez y jeter un œil, c'est en Pay What You Want. Et on doit être en CCSA, ND ou quelque chose dans le genre. Enfin, regardez, je me souviens plus de la licence que j'ai mis là-dessus, mais normalement, vous avez le droit de le reprendre, de le tweaker un petit peu, du moment que vous ne revendez pas le jeu. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Désolé encore pour la voix et pour le rhume. C'est compliqué, mais au moins j'ai pu enregistrer l'épisode. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Évitez les rhumes. N'hésitez pas à partager le podcast et j'espère vous retrouver à la semaine prochaine si j'ai guéri. Salut, salut!